Et moi, je suis fière de travailler pour une initiative où les femmes sont très présentes. Et ça, c'est aussi une chose qu'on peut souligner. Parmi du coup, les représentants, les board members de France Digital, il y a autant de femmes que d'hommes. Et c'est très agréable. Et donc, nous, notre rôle, c'est de créer l'environnement favorable au développement des startups, donc de lever des barrières réglementaires, de travailler collectif pour créer une image de marque. Et donc vraiment, quelque part, constituer le terreau qui soit favorable à la création de champions du numérique en Europe, de la possibilité de créer des alternatives aux GAFAM aujourd'hui. Voilà, ça c'est le rôle de France Digital aujourd'hui en 2022. Tu sais, moi, c'est une des choses que j'ai commencé à mettre en place, j'ai envie de dire, quand j'ai vraiment pris la direction de France Digital et même avant, c'était soyons focus, quoi. C'est quoi nos combats, vers quoi on va, et c'est comme n'importe quel type de structure, c'est comme une entreprise qui se lance. On a envie de faire plein de choses, mais il faut, si on veut y arriver et aller loin, faut être assez focus. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous, je suis très très heureuse de vous retrouver. C'est pour ce nouvel épisode du podcast Build a City for Good. Ça fait quelques mois que je n'avais pas enregistré d'épisode. J'étais effectivement partie en congé maternité et je suis de retour. Ne vous inquiétez pas, Sophie, alias la petite Sophie, est toujours parmi nous et elle va continuer à enregistrer aussi des épisodes avec nos co-hosts préférés qui sont souvent l'équipe investissement de Daphne. Aujourd'hui, je suis encore plus contente parce qu'on reçoit une invitée de marque. Je la connais depuis un petit moment, enfin depuis 2017 exactement, je vais vous raconter ma vie. Je suis rentrée d'Hong Kong et je suis arrivée dans le club French Founder pour m'occuper des membres en Europe et je suis arrivée dans un bureau où il y avait une jeune femme qui venait d'Aix-en-Provence comme moi et avec qui j'ai tissé des liens amicaux très forts. Et voilà, j'adore cette personne, elle s'appelle Maya Noël. Elle est aujourd'hui directrice de France Digital. Avant ça, elle était chez Mobiskill, elle a travaillé dans le recrutement. Elle a été entrepreneur puisqu'elle a monté sa boîte, sa plateforme de recrutement qui s'appelle Y-Border. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je l'ai rencontrée. Et elle est parmi nous. Elle a la gentillesse de prendre une heure, un peu moins même, parce qu'on est en retard, de prendre une demi-heure pour venir nous parler de France Digital et des enjeux du moment. Et je te remercie, Maya, et je suis ravie de t'avoir en face de nous. Merci Aurélie, merci de m'avoir invitée. Et puis merci Pierre-Éric aussi. Et voilà. Bonjour Maya, bonjour Aurélie. Donc le et co-host. Pourquoi vous êtes retrouvés dans le même bureau alors ? Parce que French Founder, on hébergeait French Founders. Exactement. Chez nous. Donc mon co-host, c'est Pierre-Éric Lebovici, un des partenaires fondateurs de chez Daphne. Et moi, je viens pas d'Aix, mais je viens de Grenoble, donc quand même le sud-est. Que des provinciaux autour de cette table. Lyon, je suis pas sûre que ce soit vraiment le sud-est. Enfin, on est d'accord, c'est Maya. au sud de Lyon, Maya. Grenoble, dans les Alpes. Alors, Maya, avant de commencer, on voudrait juste savoir un petit peu, avant d'être la directrice de France Digital, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, quels étaient tes rêves, enfin, qui est Maya Noël et où tu as grandi et qu'est-ce que tu as fait comme études, etc. Alors, c'est pas très original, mais donc moi je suis née à Paris, j'ai grandi entre Paris et Aix-en-Provence, effectivement. Moi, je suis fille d'entrepreneur, mais plutôt entrepreneur PME, rien à voir avec le monde des startups. Ma mère est chef cuistot et mon père a une entreprise plutôt dans l'industrie. Mais bon, ça m'a donné très très vite quand même le goût de l'entrepreneuriat et de l'indépendance, je pense, en tout cas un très fort intérêt. Et après, j'ai fait des études assez classiques avec une prépa école de commerce, mais cette véritable volonté de monter un jour mon projet. Et donc, j'ai plutôt fait des études de finance avec des stages en grand groupe, en banque. Et quand il a fallu se lancer dans le concret, après mes stages, j'avais une offre au Crédit Suisse, un CDI. Et puis là, j'ai eu une grosse révélation. Mon père qui m'a dit il te reste quand même la possibilité de faire encore un stage. Amuse-toi un peu. Et c'était le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Et donc là, j'ai rejoint une toute petite PME dans la mode, reprise par un jeune qui voulait tout refondre et qui justement cherchait des fonds. Et c'était un peu ma première expérience vraiment dans le dur de l'entrepreneuriat. On reconstruit une entreprise, on rechange les équipes, on va chercher de l'argent pour se faire financer. Et moi, j'étais le bras droit de ce jeune entrepreneur et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est là où je me suis dit, ok,
c'est sûr que c'est ça que je veux faire. Et après, donc j'ai découvert le milieu de la mode qui m'a vaccinée, on va dire, entre guillemets. Et là, je me suis dit, bon, où est-ce que je veux aller ? C'est quoi le secteur qui bouge en ce moment ? C'était 2010. Et je me suis dit, il y a un truc qui se passe dans la tech, il y a des startups qui commencent un peu vraiment à émerger. C'était les débuts de Le Bon Coin, de vente privée. Et je me suis dit, OK, c'est là-bas où je veux aller. C'était la seule piste que j'avais concrètement. Ce que j'allais faire, je ne savais pas. Et j'ai croisé un ancien de mon école qui montait un cabinet de chasse spécialisé dans le recrutement de développeurs mobiles, hyper niche. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que je vais pouvoir rencontrer des fondateurs, des directeurs techniques et comprendre en fait ce qu'est cet univers. Et excellente décision, puisque c'est comme ça, du coup, que j'ai commencé à apprendre un métier, déjà, avec des vraies compétences en vente, en RH, qui sont des compétences hyper importantes quand on lance sa boîte. Et puis, j'ai découvert tout un écosystème, un réseau d'entrepreneurs qui m'ont beaucoup inspiré, donné des idées. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu, du coup, le déclic et qu'on a monté avec mes associés Whiteboarder, la plateforme de recrutement internationale. Ça a été un projet de 4 ans et demi. À la fin, ça s'est arrêté parce que pour plein de raisons, ça décollait pas comme on le souhaitait. Je pense que, et c'est aussi, j'y reviendrai après pourquoi France Digital, je pense que c'est important aujourd'hui, mais il y avait des contraintes réglementaires, notamment sur les visas pour accueillir des étrangers, où c'était beaucoup moins facile à l'époque. Et donc voilà, il y a un momentum, je pense, qui était pas le bon. Et puis même entre associés, ce qui est souvent le cas pour des entreprises, je pense qu'on n'avait plus un alignement de nos visions. Et donc voilà, au bout de 4 ans et demi, on a décidé d'arrêter le projet. Et on avait quand même réussi à lever des fonds auprès d'Isaïe. Donc c'est là où j'ai rencontré Jean-David Chamboredon, qui était coprésident de France Digital, qui m'a présenté Frédéric Mazella parce qu'il avait beaucoup d'intérêt sur tous les sujets RH sur lesquels je travaillais. Et je sais pas, il y a eu un peu une espèce d'alignement où il m'a dit, tiens, moi j'ai une initiative qui s'appelle Reviens Léon. L'objectif, c'est de créer un peu une marque employeur de l'écosystème et d'essayer d'aller attirer des talents, notamment des Français qui seraient partis à l'étranger pour entreprendre et qui avaient une vision assez dégradée de la France en se disant, il se passe rien en France, dans la tech, voilà, c'est nul. C'est clair. Et donc là, c'était le mouvement qu'il avait décidé de lancer. Ça avait fait, je pense qu'il y a eu un petit effet Reviens Léon, on en a quand même beaucoup parlé. Après, le projet pivoté, et il m'a dit, est-ce que tu veux pas le reprendre ? On peut relancer la machine, faire quelque chose d'assez fort. Et c'était pile poil le moment où il rejoignait France Digital. Il m'a dit, tiens, on n'a qu'à tout mettre dans le même panier et faire une grosse action au niveau de France Digital sur les talents. Et c'est comme ça que j'ai rejoint France Digital, qu'on a monté ça. C'était un peu un côté intrapreneuriat. Et puis après, je me suis vraiment attachée à la structure. Je suis passée par un autre poste qui était la relation des partenariats et des relations corporate, qui était aussi un bon moyen de structurer l'association, ne serait-ce qu'au niveau des revenus. Et puis là, il y a un peu moins d'1 an maintenant, j'ai été nommée à la direction générale. Donc c'était un parcours pas choisi. Il n'y a pas forcément... C'est cohérent à la fin quand on l'explique, mais c'était pas du tout prévu. Et c'est un peu comme ça que s'est fait ma carrière. Et alors ton bilan 1 an après, finalement c'est... Attends, avant le bilan, pardon, mais moi je voulais juste savoir, en 2002, France Digital, tout le monde connaît, mais... Il faut peut-être expliquer ce que c'est France Digital. Non, mais en 2022, et ça fait combien de temps que ça existe ? France Digital, aujourd'hui, ça a 10 ans. Ça a 10 ans. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Et donc, est-ce que peut-être très, très, très rapidement, parce qu'il y a des choses quand même un peu plus importantes, mais nous rappeler, qu'est-ce que c'est France Digital en 2022 ? Et ton bilan, bien sûr, toi, après 1 an, et puis les enjeux que tu mènes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, France Digital, aujourd'hui, en 2022, c'est la plus grosse association représentative de start-up en Europe. On réunit environ 2000 membres, donc environ 1800-1900 start-up, et une centaine d'investisseurs, donc des fonds d'investissement et quelques business angels. Et c'est un réseau qui est assez fort, à la fois pour fédérer cet écosystème. Ça fait 10 ans qu'on existe, donc voilà, on a un vrai réseau d'entreprises B2B, avec une vraie communauté, des événements, du partage entre pairs, donc voilà, un réseau business. Mais c'est surtout, et c'est ce qui nous différencie, c'est déjà à la fois on réunit entrepreneurs et investisseurs, et on a cette vraie casquette de lobby. Et d'où nous, notre rôle, c'est de créer l'environnement favorable au développement des startups, donc de lever des barrières réglementaires, de travailler collectif pour créer une image de marque, et donc vraiment, quelque part, constituer le terreau qui soit favorable à la création de champions du numérique en Europe, de la possibilité de créer des alternatives aux GAFAM aujourd'hui. Voilà, ça c'est le rôle de France Digital aujourd'hui en 2022. Pelle, toi tu connais France Digital depuis
Pardon, je voudrais pas dire que tu es plus senior que nous, mais depuis ses débuts, non ? Depuis toujours, et Ouais. les résultats de France Digital sont incroyables, notamment en termes d'acculturation des pouvoirs publics sur toutes les problématiques qui nous concernent, que ce soit économique, fiscale, financière, sociale. Et donc on se réjouit que France Digital existe, évidemment, et donc ça serait intéressant pour nous de mieux comprendre quels sont les enjeux sur lesquels vous travaillez et qui peuvent avoir un impact sur ces 4 piliers qui articulent l'action de France Digital. Oui, c'est très vrai ce que tu dis sur le volet pédagogique de France Digital. On nous assimile à un lobby parce qu'il y a une défense d'intérêt, mais il y a surtout avant tout un besoin de former les décideurs publics et le grand public en général aux enjeux tech et les enjeux des startups aussi dans le format de croissance. Au début, je pense que le métier de Daphni était très peu connu au final du grand public. C'est quoi la logique de lever des fonds quand on souhaite se développer? Donc ça, c'était la première phase. Ce qu'on a pu voir depuis 10 ans, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le canal de communication avec les décideurs publics s'est véritablement établi, en tout cas en France. Depuis quelques années aussi, on arrive à consolider ça au niveau européen. Et c'est vrai que c'est très important parce que beaucoup de décisions se prennent au niveau de l'Europe. Et donc, nous, nos combats principaux sur lesquels on agit, c'est comment financer les startups, comment, et parce que c'est le premier frein à la croissance après avoir levé des fonds, c'est comment est-ce qu'on les aide à recruter les bons talents. Et donc, qu'est-ce qu'on propose en termes de formation, en termes d'attractivité avec, par exemple, l'actionnariat salarié. Il y a un volet aussi sur comment est-ce qu'on leur permet d'accéder à des nouveaux marchés, à trouver des relais de croissance. Donc ça passe effectivement par l'essor, l'ouverture de nouveaux pays. Nous, un des sujets sur lesquels on milite aussi beaucoup, c'est sur la commande publique. Est-ce que les acteurs publics peuvent pas aussi jouer le jeu et commander auprès des startups? Et puis après, je dirais qu'il y a 2 axes. Il y a le volet innovation. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de toujours pouvoir innover? Comment est-ce qu'on peut lever des freins réglementaires qui empêchent certains secteurs de se développer? Et être innovant, c'est bien, mais comment est-ce qu'on est innovant tout en étant responsable? Et c'est vrai que l'urgence, on la connaît aujourd'hui, c'est une urgence qui est climatique, mais aussi sociale. Et donc, c'est important que les startups qui façonnent un peu le monde de demain soient conscientes de ces enjeux-là. Et donc, il y a un côté éducatif à avoir, aussi bien auprès des décideurs publics, mais aussi des entrepreneurs qu'on présente. Et présente-nous l'organisation, parce que finalement, il y a quelques ambassadeurs, et finalement, dont tu fais partie, plus des têtes couronnées qu'on voit depuis un certain temps. Mais quelle est l'organisation qui se cache derrière France Digital et qui finalement permet de réaliser toutes les missions dont tu viens de nous parler? Alors, ce qui est intéressant dans France Digital, c'est que c'est une association qui a été fondée par des entrepreneurs et des investisseurs et qui, en fait, décident un peu de la stratégie de là où va l'association. Et donc, il y a un conseil d'administration de 20 personnes qui sont élues par l'écosystème, 10 entrepreneurs et 10 investisseurs. Et chaque année, sont réélus la moitié. Donc on renouvelle chaque année de moitié ce board-là. On est d'ailleurs en plein dedans. On est d'ailleurs en plein dedans. Je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé. En tout demain. Cas, demain. Si c'est demain, effectivement, les candidatures sont encore ouvertes, donc allez-y. Non, mais donc voilà, ça c'est le modèle de gouvernance, mais qui est important parce que c'est pas simplement juste de la stratégie, c'est effectivement, comme nous le disait Pierrick, des ambassadeurs. Parce que les messages, pour qu'ils puissent qu'ils soient portés auprès des décideurs, il faut qu'ils soient incarnés. Et donc, c'est bien d'avoir à la fois de manière paritaire des entrepreneurs et des investisseurs élus, donc qui sont vraiment légitimes pour pouvoir porter ces messages-là. Et derrière, pour vraiment organiser tout le courant, il y a une équipe de permanents, dont moi je fais partie. Et on est une équipe de 20 personnes, avec d'un côté une équipe très dans l'animation de communauté, le fait de fédérer, organiser des événements comme notre FZD chaque année au mois de septembre, qui réunit 3000 personnes. Donc il y a quand même toute cette partie gestion de communauté et je dirais à peu près aussi la moitié des effectifs qui, eux, sont plutôt dédiés aux affaires publiques. Voilà. Je trouve que c'est la partie qu'on voit le moins. Tu vois, moi, je voyais plutôt le côté start-up, tu vois, et c'est. Tu n'es pas la cible des directeurs affaires publiques. Non, mais donc c'est très intéressant, je trouve, de savoir un peu tout ce que vous faites pour les décideurs publics et pour justement les aider à s'ouvrir sur ces sujets tech, etc. Oui, alors maintenant aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même une communauté qui a beaucoup grossi, puisque je disais, c'est 2000 membres aujourd'hui. Et je pense que 40 personnes, c'est pas suffisant pour réussir justement à animer tout cet écosystème-là. Donc on réfléchit beaucoup à comment est-ce qu'on peut engager encore plus nos membres. Et en fait, il y a des membres qui sont déjà très engagés, de facto, notamment au niveau des C-level.
C'est vrai que les fondateurs, souvent, ils sont là, ils représentent, mais ils n'ont pas toujours le temps. En revanche, nous, on bosse de plus en plus sur le partage de bonnes pratiques entre pairs. Et on a des journées dédiées au métier de directeur financier, directeur marketing. Et parmi ces profils-là, il y en a beaucoup qui sont au final de plus en plus présents et qui vont eux-mêmes fédérer en créant des groupes, des petits déjeuners, des déjeuners. Et on est content aussi d'avoir ce rôle d'impulsion et de gestion un peu macro de ces groupes. Mais ils existent au sein de France Digital. Et comment vous combinez avec la French Tech vos actions ? Il y a un vrai partenariat où chacun travaille de son côté ? Il y a un véritable partenariat, il y a en tout cas un dialogue permanent. Moi, je pense que Clara Chapas, c'est une des personnes avec qui j'échange le plus de textos, concrètement. La French Tech, d'ailleurs, si on fait un peu l'histoire, la French Tech a été créée juste après France Digital, un peu comme une réponse évidente du gouvernement en disant OK, on reconnaît que cet écosystème-là existe, donc on va vraiment dédier un organe qui va s'occuper de parler avec vous, de dialoguer et de trouver des solutions avec vous. Donc on communique énormément et disons qu'on est un peu complémentaires. Nous, on peut venir un peu taper à la porte en disant là on n'est pas content, je pense qu'on pense qu'il manque ceci et cela. Et eux de l'autre côté, ils peuvent aussi servir de nous pour un peu diffuser leurs programmes, leurs aides. Enfin, on est aussi là pour être relais d'information de ce que peut faire le gouvernement pour les startups. Donc oui, il y a un vrai dialogue permanent. Et 2 initiatives lancées par des femmes qu'on aime beaucoup et qu'on connaît beaucoup, qui sont Fleur Pellerin et Marie Eklund. Tout à fait. Et moi, je suis fière de travailler pour une initiative où les femmes sont très présentes. Et ça, c'est aussi une chose qu'on peut souligner. Parmi du coup, les représentants, les board members de France Digital, il y a autant de femmes que d'hommes. Et c'est très agréable. Et après, dans mon équipe, il y a beaucoup de femmes aussi. Donc d'ailleurs, s'il y a des hommes qui nous écoutent et qui souhaitent travailler pour France Digital, vous pouvez aussi venir. Et c'est marrant, à partir du moment où tu as une femme qui est... c'était Thibaut de Back Market qui nous disait ça. À partir du moment où il a mis une femme, même au produit, je crois, il y a eu un nombre de femmes, même en mobilité interne, qui a augmenté et qui sont montées, et ça a été impressionnant. Et les femmes attirent les femmes, et je pense qu'aussi, en te voyant, je pense que même toi, en interne, tu dois faire monter aussi des femmes et inspirer beaucoup. C'est toujours le rôle modèle et qui finalement marche. Le rôle modèle marche très bien, mais il ne faut pas tomber non plus dans l'effet inverse. Ouais, il n'y a plus d'hommes. On peut être un homme et travailler pour France Digital. D'ailleurs, il n'y a pas que des femmes chez France Digital, mais oui. En tout cas, c'est vrai que Fleur Pellerin, Marie Eklund étaient là au début de France Digital et que c'est des personnalités qui sont très importantes et qui continuent de graviter autour de nous et à agir pour l'écosystème. Tu avais d'autres... Si on rentre un peu dans le détail des enjeux... Quels sont les trois sujets de l'année 2023, on va dire ? Les 3 sujets de l'année 2023. Je dirais... Toi, il y a eu des années, il y avait des enjeux, comme tu l'as rappelé, autour de l'intéressement des salariés, de la fiscalité, d'autres formes d'intéressement. Donc, il y a clairement, j'imagine, des travaux qui sont réalisés autour des enjeux environnementaux, mais il doit y en avoir d'autres. Oui, alors l'environnement, c'est toujours des actions clés au sein de France Digital et on aimerait vraiment encore plus booster toutes nos actions. Dans un premier temps, on avait vraiment... on a commencé par déjà essayer de mettre la lumière sur quelles sont les startups qui font de l'impact. Parce que c'était assez peu connu et maintenant qu'on sait qu'elles existent, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on passe à l'échelle supérieure en faisant en sorte que toutes les startups aient de l'impact ? Et donc là, notre programme est en train d'évoluer et on va bientôt sortir notamment un kit ESG à destination de toutes les startups qui souhaitent mettre en place des pratiques RSE chez elles. Et c'est pas du tout évident, surtout quand on n'a pas le temps, pas les moyens. Et donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'on met en place ce kit pour... Voilà, vous êtes une personne, vous n'y connaissez rien, on va vous donner des outils hyper concrets pour pouvoir l'activer et faire en sorte que tout notre écosystème soit responsable. Ça reste un combat clé et ça, je pense que ça va continuer de progresser. Dans les autres sujets sur lesquels on est en train de beaucoup travailler aujourd'hui, je pense qu'il va effectivement déborder sur 2023, c'est la simplification administrative. Ouais. Je pense Gaspard Koenig. Non mais ça j'ai l'impression d'en parler tout le temps, mais là on a fait un appel à témoignage auprès de notre communauté, on a eu énormément de retours, mais de petites choses, hein. Mais au final là on a sorti une centaine de propositions qu'on a envoyées au gouvernement sur qu'est-ce qu'on peut simplifier concrètement. Ça passe par des délais administratifs, des critères. Et notamment, et donc ça reste toujours aussi un des combats, je pense que c'est un peu couplé, c'est du coup pour la commande publique. Comment est-ce qu'on facilite l'accès à la commande publique pour les startups ?
c'est déjà par les critères prédéfinis quand on fait un appel à projet. Ça correspond pas du tout à... En fait, je pense qu'il y a une vraie décorrélation entre les critères qui sont demandés et le cycle de vie d'une startup. Je pense que le temps n'est pas du tout le même. 3 mois, 6 mois pour une startup, c'est colossal. Voilà, c'est le temps qu'il faut pour avoir une validation, pour pouvoir constituer ne serait-ce que son dossier. Et donc ça, c'est clé. Et puis pour les autres combats qui sont déjà existants, mais on va toujours continuer d'accélérer, c'est comment est-ce qu'on construit un marché unique européen. Donc voilà, c'est une véritable volonté politique, c'est sur un temps long. Et en parallèle, nous, c'est comment déjà on arrive à créer un écosystème de start-up européen. Il y a plusieurs initiatives qui sont nées comme Scale Up Europe. Et donc l'idée, c'est de continuer à travailler dans ce sens-là. Et il y a plein d'initiatives. Tu sais, nous, on est assez cash, on est jamais très politiquement correct ici. Donc quand tu prends la liste de toutes les initiatives, est-ce que finalement, à un moment donné, il n'y en a pas un peu trop et ça limite leur pouvoir ou leur action? Tu prends, il y a Take Your Place sur l'inclusion, il y a Sista, il y a le Galion, il y a France Digital, il y a la French Tech, j'en oublie des tonnes. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, il faudrait rationaliser et que vous vous mettiez un peu tous sous le même chapiteau avec une force de frappe beaucoup plus puissante, puisque comme tu le disais, finalement à 40 personnes, c'est insuffisant pour mener l'entièreté des actions que vous voulez accomplir. Est-ce que ça pourrait pas faire partie des projets de syndiquer, de fédérer un peu toutes ces initiatives qui sont fondamentales, hein, et donc nous on les soutient, on les accompagne. Mais finalement, comme elles sont très diffuses, très atomisées, c'est pas toujours simple de s'impliquer autant qu'on le souhaiterait dans chacune d'entre elles. Je suis très alignée. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi, à titre perso, au sein de France Digital notamment, pour avoir fait partie de Sista d'ailleurs auparavant, moi, je travaille beaucoup à essayer de fédérer toutes les initiatives. Et en même temps, je trouve ça très important qu'il y ait différentes initiatives qui se créent parce que c'est quand même des initiatives qui sont bénévoles à l'origine. Et il faut une véritable volonté, une véritable impulsion, il faut aller loin dans son combat. Et donc, c'est bien parfois que le combat soit très précis. Et donc, le fait qu'il y ait différentes structures qui existent, je pense que c'est aussi quand même un bon moyen quand même d'aller toucher plus de monde, de découpler les forces et d'aller en profondeur dans un sujet. Avoir une seule association représentative, je suis pas sûre. En revanche, ce qui est plus fort, c'est de réussir à dire « Ok, mais on se connaît tous et on arrive un peu à s'unir et quand il y a des synergies, on les crée et on les fait ensemble. » Et là-dessus, je pense qu'il y a une volonté. Moi, tu parles de Sista, Take Your Place. Pas plus tard que ce matin, j'étais avec Déborah L'Oeil au téléphone. La semaine dernière, j'étais au téléphone avec Anthony, justement, pour voir comment est-ce qu'on pouvait encore plus contribuer à Take Your Place. Et en tout cas, tu vois, c'est la devise de France Digital, c'est jouer au collectif. Et je pense qu'il faut effectivement jouer collectif et pas être en compétition. Et vous, quand vous êtes dans l'écosystème en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, c'est à vous aussi de choisir vos combats, là où vous souhaitez aller. Mais tous sont importants, quoi. Oui, mais tous sont importants. Je suis complètement d'accord. Mais tu sais, moi, c'est une des choses que j'ai commencé à mettre en place, j'ai envie de dire, quand j'ai vraiment pris la direction de France Digital, et même avant, c'était soyons focus, quoi. C'est quoi nos combats, vers quoi on va, et c'est comme n'importe quel type de structure, c'est comme une entreprise qui se lance. On a envie de faire plein de choses, mais il faut, si on veut y arriver et aller loin, faut être assez focus. Et donc, en fait, s'il y avait qu'une seule entité qui travaillait sur tous les sujets, je pense qu'on serait beaucoup moins efficace que versus avoir plusieurs petites structures qui s'impliquent à fond sur un sujet et qui après décident de collaborer ensemble. Donc simplification, accès simplifié au marché public. Est-ce qu'il y a des actions avec les corporates ? Oui, ça c'est depuis toujours d'ailleurs on a quand même dans notre réseau beaucoup de partenaires corporate qui nous rejoignent pour soutenir l'écosystème. Et nous, notre enjeu, c'est de faire en sorte de vraiment faciliter la collaboration entre startups et grands groupes. Donc, si tu viens à nos événements, il y en a quand même beaucoup qui sont tournés autour de ça. On fait des petits déjeuners Next 40 et 440. Je pense plus au Next 40, 440. On fait, pendant le France Digital Day, des matchmaking entre startups et grands groupes en fonction des sujets d'innovation sur lesquels ils cherchent à passer par des prestataires. Donc oui, c'est un gros combat. Quand je parle d'ouverture de marché, je pense à ça. Je pense au marché public, aux grands corporates, à d'autres pays. Et après, il faut choisir son combat. Je dirais que le focus de cette année,
Il se fait quand même sur tout. Hein. On a du mal parfois sur les forces digitales à limiter. Tu vois, tu nous demandais de nous focuser. Ouais, j'essaye, mais tu vois, c'est pas si évident que ça. Et sur l'internationalisation, il y a des copycats de France Digital à l'international qui ont qui ont pris une telle ampleur et qui ont une telle puissance de feu, où on est un peu le rôle modèle européen. En vrai, on est pas mal le rôle modèle européen. On est vraiment la première association en Europe. On est regardé très près par d'autres pays. Comme BPI, hein, tu vois, BPI a impulsé le soutien à l'innovation sous la forme que l'on connaît. Donc tu es en train de dire que France Digital, c'est la même chose. Oui, je pense qu'on peut être assez fiers. En tout cas, on est vraiment les plus structurés sous cette forme d'association représentative. La deuxième, ce serait en Allemagne, c'est Deutsche Startup, German Startup Association, qui compte comparativement, si je dis pas de bêtises, nous on est près de 2000, ils sont à peu près 1500, tu vois, mais ça reste aussi une grosse structure. On parle d'ailleurs beaucoup avec eux. On voit vraiment des homologues à France Digital dans tous les pays d'Europe. Donc si on pouvait suggérer une chose, ça serait bien que le France Digital Day, tu vois, l'année prochaine, se fasse avec le comment tu l'appelles ? Deutsche Startup. Le Deutsche Startup. Ils viennent, hein. Ils viennent mais tous les ans. Vous l'organisez ensemble. Alors, c'est marrant ce que tu dis. Cette année, la semaine juste avant le France Digital Day, il y a Bits & Bretzel, qui est un peu le gros festival tech en Allemagne, à Munich. Et on travaille justement avec leur équipe pour essayer de faire en sorte de devenir des gros speakers internationaux. On les invite aux 2 événements. Aix-en-Provence, Bits & Bretzel ? Non, c'est pas Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, ça s'appelle Pastis et je sais pas quoi. Pastis et tapenade. Non, mais si, il y a une vraie volonté collective au niveau européen. Et d'ailleurs, toutes ces associations se travaillent ensemble, se fédèrent. Il y a un groupe qui s'appelle Allied for Startup, qui est pareil, une espèce d'association mère où nous, on est membre côté France Digital, où quand on a des actions de lobby notamment, on y va aussi avec cette casquette-là de dire il y a la France, mais il y a aussi à côté de nous l'Allemagne, l'Italie, et c'est très puissant. Donc de plus en plus, ça s'organise. Moi, j'ai souvent entendu dire que tout le monde voulait un ministre du numérique. Tu peux nous dire un peu ce besoin réel, vous en l'occurrence, en quoi ça... Et quelle forme ça prendrait, parce que finalement, au ministre du numérique, les existants et les ministres passés ont été présentés comme des ministres. Mais donc, dans la forme, ça aurait quel statut, ça s'inscrirait comment dans l'organisation gouvernementale ? Oui, alors nous, ce qu'on demande, c'est un ministre du numérique de plein exercice. Ça veut dire quoi ? L'enjeu, il se joue sur ce qu'on appelle les interministériels. Il y a des réunions qui réunissent tous les ministères où participent les ministres de plein exercice. Donc un secrétaire comme Cédrico, lui, ne fait pas partie de ce genre de réunion. Et nous, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important que le sujet du numérique soit porté à ce niveau-là ? C'est parce que pour nous, c'est un sujet qui est véritablement transverse et qui ne va pas simplement se jouer sur les startups. C'est un sujet, le numérique au service de la santé, le numérique au service de l'éducation, le numérique pour la cybersécurité, pour la souveraineté. Donc, voilà pourquoi est-ce qu'on pense qu'un poste de ministre de plein exercice dédié au numérique pourrait faire quelque chose. Après, ce qui est intéressant... Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, Cédric, qui avait mené une action qu'on trouve tous assez relativement incroyable, et notamment même en valeur relative, n'avait pas obligatoirement les moyens de pouvoir le faire. Donc, il est d'autant plus méritant. Tout à fait. Après, une des particularités de Cédrico, c'est qu'il était quand même relativement proche d'Emmanuel Macron. Ce qui fait qu'il avait quand même une certaine écoute relativement forte par rapport à son poste, de par cette proximité-là. Mais effectivement, il n'avait pas forcément tous les pouvoirs, tous les moyens à disposition, et il a déjà fait de belles actions pour l'écosystème. On est malheureusement, ça fait déjà une demi-heure. Est-ce qu'on peut parler peut-être du Digital Market Act ? Attends, d'abord, avant ça, on peut parler de ta maman qui est chef, parce que moi j'adore. Ouais. C'est vrai. Tu ne veux pas parler de la dernière Elle est chef elle a une cuisine particulière ou pas ? Oui, moi je suis à moitié thaïlandaise et ma mère est thaï. Donc du coup, elle fait de la cuisine thaï et elle a un petit resto à Aix-en-Provence. Waouh, mais tu devrais faire la promotion. Il fallait commencer par ça. Je vais d'ailleurs chercher mon déjeuner de temps en temps. Oui. J'habite à Marseille, mais parfois je suis à Aix. Tu vas jusqu'à Aix, donc ça s'appelle le pad thaï. Donc Alors moi, je fais le meilleur pad thaï de Paris, mais ma mère fait le meilleur pad thaï du monde. Donc, voilà. Exactement. Attends, et si on t'invite un jour,
Tu peux nous apprendre à faire le pad thai Ouais. et on le déguste ensemble. Ouais, Génial. bien sûr. Ouais, faire c'est vrai, beaucoup Et vous plus faites- intéressant. Mais Il quand a- est-ce il a que fait de- Daphne fait aussi une émission où on cuisine et on discute tech en même temps Mais tu sais que d'ailleurs Pierre Sang vient souvent nous voir. Ah bah voilà. On est très proche de Pierre Sang. Donc écoute, là déjà on vient de sortir la série. Bientôt on va être les nouveaux Cyril Lignac, tu vois, de TF1. On va bientôt exactement faire une émission où on cuisine avec Pierre Sang et en même temps on rencontre des entrepreneurs. C'est en avant-première. On donne toutes nos idées, Pelle. Mince. J'ai hâte. Non, mais non, on adore ça. Nous, on fait plein de choses, on fait plein de En fait, dîners la cuisine, autour de la c'est cuisine. hyper fédérateur. Quand on fait des off-site, on ne va jamais dans des hôtels, on se fait jamais servir, on fait la cuisine nous-mêmes. C'est vrai, mais nous, c'est Parce pareil. qu'on adore. Ouais. Et donc, aussi, maintenant, comme on commence à devenir, à être assez nombreux, on doit trouver des lieux où on peut être autour de 25. Avec des cuisines assez grandes. Ouais, ouais. Exactement. Mm. Donc, on cherche des grandes maisons en France. Ah bah Et- attendez, j'ai un super lieu pour Ah ouais. Bon, bah, parfait, on va pouvoir échanger je sur vous tous donner ces des bons sujets. plans. Donc, on n'a plus le temps de parler du Digital Markets Si, il faut, Act. il Et faut. moi, j'aimerais bien aller avoir ton avis un petit peu. Et que tu en penses quoi Le Digital Market Act. Ah oui. Et il y a aussi le Digital Services Act qui a été, voilà, sur lequel il y a eu un accord récemment. Bah pour moi, c'est des messages assez forts qui prouvent que quelque part, on a un peu arrêté d'être naïf au niveau européen sur la place de ces fameux gatekeepers. Donc, les gatekeepers, c'est quoi ? C'est tous ces géants tech qui font un peu la loi sur le marché. Et donc, le fait d'imposer des règles avec des seuils quantitatifs à ces acteurs, alors qui sont aujourd'hui notamment les GAFA, mais il y en a d'autres, ça montre quelque part qu'on réagit et qu'on se laisse pas faire. Derrière le Digital Market Act, c'est quoi ? C'est un des combats qu'on avait mené notamment contre Apple, c'est dire non, c'est pas à vous d'imposer vos règles. Côté Apple, c'était notamment l'obligation de passer par leur marketplace quand vous voulez vendre son application. Sur iPhone notamment, être obligé de passer par la marketplace d'Apple versus par son propre site, ça veut dire être imposé aux règles d'Apple, ça veut dire payer une commission de 30%, ça veut dire pour être déréférencé du jour au lendemain et donc perdre une grosse porte d'entrée pour son business. Donc ça, c'est des situations de monopole de fait qui ne doivent pas exister en fait. Et donc le Digital Market Act, la manière dont on l'accueille, c'est une réponse un peu on va dire, courageuse. On va voir comment ça se traduit effectivement concrètement dans les faits. On attend la mise en application. Mais dans l'esprit du texte, on trouve ça très positif. Après, nous, notre rôle côté France Digital, ça a tout de même été d'analyser ce texte pour éviter tous les effets de bord. Parce que, comme je disais, il y a des seuils quantitatifs, et donc c'est des chiffres dans lesquels peuvent aussi tomber des startups. Et ça, il faudrait pas qu'elles tombent trop vite dedans. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été choisi pour faire en sorte que si elles arrivent à ces échelles-là, c'est normal qu'on leur impose les mêmes règles. Mais le fait qu'elles les connaissent dès aujourd'hui, ça leur laisse le temps aussi de se préparer. Donc, nous, notre rôle, c'est ça. C'était de dire, OK, on veille à ce que ça n'impacte pas trop vite nos startups. Mais néanmoins, l'esprit est le bon. On conclut ? On conclut. Le roi de la conclusion. Non, ton rêve pour le prochain quinquennat ? Elles sont dures, vos questions. C'est pas sympa. Mon rêve pour le prochain quinquennat. Non, mais tu vois, Macron avait pour objectif d'avoir... Les 10 décacornes ok, ça pourrait être un objectif. Ça peut être un objectif. Moi, j'aime bien ça comme objectif. Après, je trouve que ça met un peu trop l'accent sur les montants levés et sur la valorisation des entreprises. Nous, nos entreprises, ce qu'on leur souhaite, c'est surtout d'avoir des clients, d'avoir des contrats, de générer de l'emploi. Et donc moi, mon souhait pour le quinquennat qui arrive, c'est que ça continue dans cette voie-là, mais qu'on arrive enfin à répondre à certains enjeux de nos sociétés qui sont pouvoir recruter des talents. Moi, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, ce que je nous souhaite à tous, c'est qu'il y ait un véritable soft power français et européen et que le rêve de tout un chacun, ce soit pas de travailler pour Google ou Apple, mais plutôt de rejoindre une belle start-up française / européenne. Ça, ce serait un super truc. Est-ce que ça va se faire en 5 ans C'est pas qu'une question de politique, hein, c'est une question, je pense, de tout notre écosystème, de culture, etc. Non, mais nous, dans les combats qu'on a avancés, si on pouvait avancer sur la commande publique sur le prochain quinquennat, ce serait super. Super. Maya, avant de clôturer vraiment, on a 4 petites questions. On voudrait savoir qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit ? Moi, je dors toujours la nuit.
Voilà, c'est génial ça. On a beaucoup de chance. Elle a pas l'air stressée. Et Maya. même mes filles qui ouf. pleurent, ça me réveille pas. Ah, c'est génial. C'est mon mari. Heureusement que ton mari il se lève du coup. Quelle chance. Comment ils font les gens pour dormir comme ça? Comment tu déconnectes? En dormant. Très simple. Un oreiller, même pas. Non, mais est-ce que tu Un petit arrives tapis par terre. Est-ce que tu arrives à lâcher ton téléphone et arrêter les Slack, les WhatsApp, etc. Il y a des moments où vraiment que tu te... Bah, c'est quand même très compliqué. Hein. J'avoue, hein, je suis pas non plus... je suis un peu comme tout le monde là-dessus. Mais j'ai un super allié chez moi, dans ma maison. C'est mon mari, qui est complètement anti-technologie, qui, si j'ai le malheur de prendre mon téléphone pendant qu'on parle, va me le prendre des mains puis va le cacher. Ouais, c'est génial. Non mais tu vois, c'est quand on va au resto, c'est tu me donnes ton téléphone maintenant. D'accord, bah voilà, sur mon téléphone. Comme les enfants. Je suis une enfant. Mais c'est vrai, moi aussi j'ai quelqu'un à la maison qui n'a pas de réseaux sociaux et qui ne connaît pas tout ça. Donc c'est très très agréable. Ah mais mon mari n'est pas sur Facebook, pas sur Instagram, pas sur LinkedIn, nulle part. Ouais, et voilà. De parfois je me demande s'il existe. Non mais c'est de plus en plus rare. Il n'a pas de jumeaux numériques, mais c'est super. Non mais c'est vrai. C'est des espèces très rares et quand vous les avez, c'est très agréable quand on vit dans la tech et quand on travaille dans la tech et c'est notamment. Probablement eux qui ont en partie raison. Ouais, ils privilégient le lien social au lien digital. Oui, mais aussi je pense que dans leur métier, ils n'ont pas aussi besoin. Nous, on a besoin d'être connectés aussi. Ah si, non mais il faut que tous les métiers soient un tout petit peu numérisés quand même. Enfin, ça fait gagner du temps. Ouais. Je lui apprends, enfin, je lui fais comprendre que c'est pas l'ennemi. Le digital n'est pas l'ennemi, il faut savoir l'utiliser correctement. Et donc moi j'essaye mais de plus en plus même, je pense que c'est important de limiter l'usage du téléphone et de la bande passante que ça demande, parce que c'est consommateur d'énergie. En termes de temps d'espace disponible, c'est pas forcément scroller sur Instagram, c'est. Ouais. Non, c'est clair. J'ai honte parfois. Ouais. Et enfin, ton plat thaï préféré? On l'a un peu su. C'est celui que tu fais le mieux ou pas, ton plat thaï préféré? Non. Ah, tu vois. Non, tu veux. Alors, mon plat thaï préféré, c'est une sacrée question. Je dirais le tom yam goong. Ah, le tom yam goong, la soupe à la citronnelle aux crevettes. Ouais, je suis d'accord. Et en dehors de ton restaurant, est-ce qu'il y a des vrais restaurants à lesquels on peut aller qui sont super bons à Paris? Oui. Moi, il y en a. Alors, je sais plus si c'est. Moi, je vais plus trop au restaurant. Moi, c'est un nouveau truc, c'est que. En fait, voilà, je mange tellement bien quand je suis chez ma mère, j'ai plus trop dans les restaurants thaï. Si, du côté de Belleville, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle le Lao Siam. Je vous le conseille. Et sinon, de l'autre côté de Paris, plutôt dans le 13e, il y a le Sukhothai, qui est pas mal. Ok. Top. Merci beaucoup. Maya, ça y est, c'est le moment, on doit raccrocher. Donc merci beaucoup d'être venue. Merci pour nous avoir fait une update de France Digital, des enjeux et de ta vision de plein de sujets. On est ravis. Pelle, merci aussi d'avoir participé. Merci à vous deux et merci beaucoup pour toutes les actions que vous menez parce qu'elles profitent à l'ensemble de l'écosystème. Merci à vous pour l'accueil, c'était très agréable comme moment, malgré toutes les questions pièges. Et on est très content de vous soutenir et on a hâte de voir le prochain France Digital Day avec les Allemands, c'est ça? Oui, mais en tout cas, il y aura des Allemands cette année, le 27 et 28 septembre. Le pastis et tapenade. Et tapenade. Allez, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions sur France Digital, si vous voulez rejoindre l'asso et travailler avec Maya aussi, si vous voulez plutôt rejoindre l'asso en tant que start-up, n'hésitez pas à les contacter. On vous embrasse et à très bientôt. À très vite. Salut.